Ils l'ont dit assez fort pour que toute la table entende ma mère rire. Tu n'auras jamais une maison comme ta sœur, a lancé Cassandra avec un sourire narquois. Elle sera toujours fauchée. Je n'ai pas protesté. Je ne me suis pas défendue. J'ai juste souri. Et ils ont pris ce sourire pour de la reddition. Des semaines plus tard, leur voiture s'est arrêtée devant chez moi. Leurs appels se sont enchaînés, comme s'ils avaient soudain des questions sur la vie qu'ils juraient que je ne construirais jamais. Je me suis tenue sur le seuil de la maison qu'ils disaient ne jamais être mienne et j'ai tapé 4 mots qui ont tout mis fin. Fichez le camp de chez moi. Avant de vous raconter la suite, dites-moi d'où vous m'écoutez. Pour que je sache que je ne suis pas seule. J'ai grandi dans une famille où la réussite n'était pas seulement encouragée. Elle était mesurée, hiérarchisée et exposée comme des trophées. Et Cassandra, ma sœur, était celle que tout le monde montrait du doigt quand on parlait de bien vivre. 3 ans plus âgée, parfaite dès le départ, elle franchissait chaque étape exactement comme ma mère l'imaginait pour une fille. École prestigieuse, carrière lucrative, mariage idyllique avec un homme qui correspondait parfaitement à la définition du prestige selon ma mère. J'étais l'autre. La discrète, les doigts tachés d'encre à force de dessiner tard le soir. Celle qui préférait les palettes de couleurs au tableur. Celle qui n'a jamais tenu dans le moule que ma mère s'était efforcée de me faire entrer pendant des années. Elle ne comprenait pas pourquoi on choisirait le design plutôt que la stabilité. Pourquoi je choisirais un petit appartement en ville plutôt qu'une maison de banlieue. Pourquoi je ne voulais pas de la vie qu'elle avait dictée pour moi. À chaque réunion de famille, les réussites de Cassandra étaient récitées comme des textes sacrés. Nouveau poste, nouvelle prime, nouvelle maison, nouvelle résidence secondaire. Chaque nouvelle était présentée sous le regard radieux de ma mère, qui hochait la tête fièrement comme si elle avait façonné ma sœur de ses propres mains. Et puis, il y avait moi, évoqué en passant, généralement suivi d'un soupir, d'un sourcil levé ou d'un hochement de tête bien senti, lorsque je mentionnais quelque chose qui ne semblait pas assez impressionnant. Pourtant, je m'efforçais de ne pas les impressionner, mais de garder le contact, espérant qu'un jour ils me verraient pour autre chose que le décalage entre leurs attentes et mes choix. Je travaillais à temps plein dans un studio de création, je faisais du freelance le soir, dînant souvent à mon bureau car les idées fusaient. Je n'étais ni riche, ni extravagante. Mais j'étais fière de la vie que je construisais petit à petit, projet après projet. Puis vint ce dîner de Thanksgiving. Celui où le rire de ma mère a retenti dans la salle après que quelqu'un ait complimenté les petites améliorations que j'avais apportées à mon appartement, comme si repeindre un logement locatif était une plaisanterie. Celui où Cassandra m'a lancé un regard en coin avec ce sourire narquois familier, celui qui m'avait suivi de l'enfance à l'âge adulte, me rappelant sans cesse ma place dans la hiérarchie familiale. Aucune ambition, avait murmuré ma mère à un parent, pensant que je n'avais pas entendu. Elle choisit la difficulté, avait ajouté Cassandra des années plus tard, lorsque j'avais refusé un poste en entreprise qui aurait anéanti la part de moi qui croyait encore en la créativité. Mais la vérité était plus simple. Je ne voulais pas de leur vision du succès. Je voulais la mienne. Pourtant, ce soir-là, la nuit de leurs insultes, l'impact fut différent. Pour la première fois, je sentis en moi une paix intérieure, une sérénité qui s'installa. Je n'éprouvais plus le besoin d'expliquer l'importance de mon parcours. La douleur ne me transperça plus comme avant. À la place, un calme étrange et constant m'envahit, car au plus profond de moi, quelque chose avait déjà commencé à changer. Après ce dîner, je rentrai en voiture à mon appartement, transi par un froid tenace. Les lumières de la ville se brouillaient à travers mon pare-brise, chacune me rappelant combien, à leurs yeux, mon monde était petit. La voix de Cassandra résonnait dans ma tête, légèrement amusée lorsqu'elle avait souri d'un air narquois et dit « Je serai ruinée pour toujours ». Ce n'était pas qu'une simple insulte. C'était un verdict, une sentence qu'il s'arrogeait le droit de prononcer. Mais entre la sortie d'autoroute et la rue étroite qui menait à mon immeuble, quelque chose en moi bascula. Non pas par colère, je connaissais bien la colère, mais par lucidité. Je me suis garée à ma place habituelle, je suis restée assise un instant, et j'ai réalisé que je n'étais plus blessée comme avant. Ni anéantie, ni humiliée, juste soulagée. Je suis montée à l'étage, j'ai ouvert la porte et je me suis plantée au milieu de mon minuscule salon, le regard fixé sur les croquis éparpillés, les échantillons de couleurs punaisés au-dessus de mon bureau, les logos à moitié finis qui séchaient sur ma table. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à moi. Chaque client que j'avais conquis, chaque design que j'avais créé, chaque nuit blanche qui avait posé les fondations de quelque chose de concret, tout cela m'appartenait.
Et soudain, leurs opinions, leurs prédictions, leurs certitudes quant à mon avenir me paraissaient insignifiantes, plus insignifiantes que les taches de peinture sur mon jean, plus insignifiantes que la tasse ébréchée sur le comptoir. Pour la première fois de ma vie, leurs mots ne définissaient plus ma valeur. Le lendemain matin, je me suis levée avant mon réveil, non par anxiété, mais par détermination. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai consulté les demandes de mission freelance que j'avais à moitié ignorées, et j'ai répondu à chacune d'entre elles. J'ai augmenté mes tarifs. J'ai organisé mes projets. J'ai créé une nouvelle mise en page pour mon portfolio. J'ai élaboré un plan, non pas pour les impressionner, ni pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour construire quelque chose de stable, de évolutif, quelque chose qui me permette de vivre sans renier mes valeurs. Mes journées ont changé discrètement. Je travaillais à temps plein, puis je préparais un café et me plongeais directement dans des projets de branding. Des petites entreprises qui me confiaient leur identité. Des startups qui avaient besoin de quelqu'un qui comprenait comment le design pouvait transformer la perception. Le bouche à oreille a fonctionné plus vite que prévu. En quelques mois, ma clientèle a doublé, puis triplé. Les paiements sont arrivés régulièrement. J'ai économisé avec rigueur. J'ai appris sur le tas. Et à chaque étape, je participais moins aux discussions familiales. J'ai cessé de donner des informations inutiles. Je laissais les messages laconiques de ma mère sans réponse jusqu'à ce que j'aie le temps. Cassandra continuait de publier en ligne les photos de sa vie soigneusement mise en scène. Vacances, sac à main, nouveaux meubles, et ma mère republiait chaque publication avec sa fierté habituelle. Mais plus rien de tout cela ne m'atteignait. C'était ça le changement. Non pas de la rancune, mais de la distance. Une distance saine et silencieuse. Un soir, après avoir bouclé un projet qui m'avait rapporté plus en une semaine que mon salaire mensuel à l'atelier, je me suis adossée à ma chaise et j'ai senti une sérénité m'envahir, une certitude. Je n'ai pas discuté. Je ne me suis pas défendue. J'ai juste souri, car ils n'avaient aucune idée de ce que je construisais. Et je n'allais rien leur dire avant que ce soit à moi. Le véritable tournant n'a pas été bruyant. Il n'a pas été spectaculaire. C'était un mardi après-midi tranquille, en plein sprint sur un projet, lorsque mon comptable, après avoir examiné mes résultats trimestriels, s'est arrêté un instant, le temps que je lève les yeux. « Bella », a-t-il dit en ajustant ses lunettes, « tu devrais peut-être commencer à penser à des investissements à long terme. Tu as plus d'argent que tu ne le crois. » J'étais stupéfaite, non pas parce que je ne croyais pas en mon travail, mais parce que personne ne m'avait jamais parlé comme si j'étais capable de construire quelque chose d'important. Ni ma mère, ni Cassandra, ni même mon père. L'entendre de la part de quelqu'un qui n'avait aucun lien affectif avec ma vie m'a touché différemment. C'était comme une permission, et je n'avais pas réalisé jusqu'à cet instant à quel point j'en avais désespérément besoin. Ce soir-là, après avoir envoyé les derniers fichiers à un client, je me suis assise par terre dans mon appartement, entourée de plantes, de palettes de couleurs et du léger bourdonnement de la ville par ma fenêtre. J'ai compris que cet espace, qui avait été un havre de paix, me paraissait désormais trop petit. Non pas que je m'y sente à l'étroit, mais parce que j'étais enfin prête à vouloir plus, et non pas leur version de ce que je voulais. J'ai parcouru les annonces immobilières sans attente particulière, faisant défiler les condos modernes et les constructions neuves qui se ressemblaient tous. Puis un titre a attiré mon attention. Maison victorienne historique à Millbrook. Quelque chose en moi était irrésistiblement attiré. Millbrook était le quartier où ma mère avait l'habitude de passer en voiture juste pour me montrer les maisons des gens qui avaient vraiment réussi. J'ai cliqué sur l'annonce. De hautes fenêtres, une véranda qui faisait le tour du bâtiment, une tourelle baignée de soleil, des boiseries d'origine qui ne demandaient qu'à être restaurées. On aurait dit une histoire qui attendait d'être réécrite. Le lendemain matin, j'ai contacté l'agent immobilier. C'est ainsi que j'ai rencontré mademoiselle Rowan, une femme aux cheveux argentés, vêtue d'un blazer élégant, et au regard plus doux que je ne l'aurais cru. Elle ne m'a pas dévisagé comme tant d'autres l'avaient fait. Elle ne m'a pas demandé si j'avais un garant. Elle m'a simplement demandé « Que recherchez-vous dans une maison ?» Je lui ai dit la vérité. Un lieu chargé d'histoire. Un lieu qui semble m'avoir attendu. Elle m'a observé un instant, puis a hoché la tête. « Alors, je pense que vous devriez la visiter. » Pénétrer dans cette maison, c'était comme entrer dans la vie que j'avais discrètement construite sans m'en rendre compte. Le plancher craquait sous le poids des ans. Les vitraux projetaient des couleurs chatoyantes sur les murs.
La tourelle s'ouvrait sur une pièce circulaire qui ressemblait instantanément à un bureau où les idées pouvaient s'épanouir. Elle avait besoin de travaux, modernisation, réparation, mise en valeur. Mais je n'étais pas intimidée. Je me sentais prête. Lorsque j'ai rencontré la propriétaire, Madame Adélaïde Hartwich, elle ne m'a posé qu'une seule question. Vous allez l'aimer? Pas. Pouvez-vous vous la permettre? Pas. Pourquoi cette maison? Juste cette question. Et quand j'ai dit oui, quand je le pensais vraiment, quelque chose en elle s'est adouci. 2 semaines plus tard, après des négociations, des inspections et des signatures, j'avais les clés en main. Je n'en ai rien dit à ma famille. Je ne voulais pas que leur approbation vienne perturber ce qui, enfin, me semblait pur. Doucement, mais sûrement, j'ai commencé les travaux. J'ai travaillé de longues heures, jonglant entre les délais des clients et les choix de couleurs, de techniques de restauration et de luminaires qui respectaient l'architecture de la maison. À chaque carreau choisi, chaque mur réparé, chaque pièce réhabilitée, je sentais ma vie s'épanouir d'une manière insoupçonnée. C'était le début de ma revanche, non pas par la confrontation, mais par la création. Les rénovations se sont achevées un samedi matin venteux, un de ces jours où l'air est plus léger, comme si la maison elle-même expirait après des mois de travail, de réparation, de restauration. J'ai parcouru chaque pièce pieds nus, le sol chaud sous la lumière. La cuisine sentait légèrement la peinture fraîche. La pièce de la tourelle brillait sous la douce lumière du matin, et les vitraux diffusaient des couleurs dans les couloirs comme de douces promesses. Pour la première fois de ma vie, je me sentais enfin en paix. Pas apaisée, mais comme si j'avais enfin atteint la version de moi-même que j'avais cherché à devenir pendant des années. J'ai emménagé discrètement. Sans cérémonie, sans annonce, juste moi, mes cartons et une maison qui semblait comprendre les aspects de ma personnalité toujours négligés. J'ai rangé mes carnets de croquis sur les étagères encastrées, accroché mes estampes préférées au-dessus de la cheminée et je suis restée sur la véranda jusqu'à ce que le ciel se fonde dans le crépuscule. 2 semaines plus tard, l'appel a commencé. C'était ma mère. Sa voix oscillait entre suspicion et incrédulité. « Bella, ta sœur a dit que tu racontais à tout le monde que tu avais acheté une maison. C'est vrai? » Voilà. Ni curiosité, ni fierté, même pas un soupçon d'intérêt, juste une accusation. « C'est vrai, » ai-je répondu. « Où ça, à Millbrook ?» Un silence pesant, glacial, incrédule. Finalement, elle a expiré, un souffle glacial. Impossible. Puis, comme si elle se souvenait s'adresser à sa propre fille, envoie l'adresse. On vient voir. J'ai failli rire. Après des années à dénigrer mon travail, à rejeter mes choix, à remettre en question ma valeur, elle l'a dit comme si c'était son droit, comme si elle avait le droit de visiter quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru que je puisse construire. Mais pour des raisons que je ne peux toujours pas expliquer, je lui ai donné l'adresse, peut-être par curiosité, peut-être pour tourner la page. Peut-être voulais-je qu'il voie, non pas pour être validé, mais pour la vérité. La vérité de ce que j'étais devenue sans eux. Je n'ai rien préparé pour leur visite. Pas une explication, pas un document. Pour la première fois de ma vie, je n'ai ressenti aucun besoin de me justifier. 1 heure plus tard, alors que j'étais dans la pièce de la tourelle à trier des échantillons de couleurs pour un client, mon téléphone s'est allumé. Puis encore. Appel après appel de ma mère. Un autre de Cassandra, un SMS des deux. Puis un autre. Je n'ai pas répondu. Je suis descendue, le léger craquement du couloir, déjà familier, et je suis entrée dans le salon. À travers les motifs du vitrail, j'ai aperçu un mouvement. Une voiture qui s'arrêtait, des portières qui claquaient, des voix qui se mêlaient. Ils étaient là. Je suis restée près de la porte tandis que leurs ombres traversaient le porche. Cassandra a frappé la première. Rapidement, avec impatience. Bella a ouvert la porte. Un autre coup, plus fort. Bella, arrête de faire l'idiote, a lancé ma mère d'une voix sèche. On est là. Laisse-nous entrer. Ils ne demandaient pas la permission. Ils ordonnaient, comme toujours. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas dit un mot. Je les ai juste regardés se déplacer derrière la vitre. Puis mon téléphone s'est rallumé. Un appel, puis un autre, un SMS, puis d'autres. Chaque notification me rappelait toutes ces années où j'avais essayé de gagner leur approbation, chaque fois que j'avais ravalé ma voix pour préserver la paix. Tandis que le porche se remplissait de leur frustration,
Je me suis dirigée vers la fenêtre au fond du couloir. De là, je voyais la courbe de l'allée, longue, propre, bordée de vieux chênes, et leurs voitures garées au bout, comme un écho indésirable d'une vie passée. Ils descendirent du perron, puis, arpentant la pièce, ils appelèrent de nouveau, l'impatience virant à la frénésie. Je sentais l'urgence émaner d'eux, non pas parce qu'ils se souciaient de moi, mais parce qu'ils ne pouvaient concevoir une vie qui ne gravite pas autour de la leur. Je fus frappée par l'irréalité de la situation. C'étaient les mêmes personnes qui, un jour, avaient ri à table en disant que je n'aurais jamais de maison. Les mêmes qui avaient prédit que je serais toujours sans le sou. Les mêmes qui n'avaient pas remarqué que, lentement, discrètement, je construisais une vie qui ne nécessitait plus de mendier une place chez eux. Cassandra appela de nouveau. La sonnerie résonna dans le hall silencieux. « Bella, c'est puéril, » dit-elle d'une voix exercée pour paraître supérieure. « Ouvre la porte, tout simplement. » Je laissai la communication se couper. Un autre message arriva, cette fois de ma mère. « On vous attend. Sortez. » Pendant des années, ce ton m'aurait fait perdre pied, me poussant à me démener pour prouver que je méritais le respect, aussi fondamental soit-il. Mais là, chez moi, entouré de murs que j'avais choisis, de sols que j'avais rénovés, d'espaces que j'avais réaménagés, tout s'était mis en place. J'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert un nouveau message. J'ai tapé lentement, délibérément, « Sortez de chez moi ». 4 mots, clairs, définitifs, inébranlables. Je les ai vus baisser les yeux sur leur téléphone presque en même temps. D'abord la confusion, puis le choc, puis une sorte d'incrédulité lorsqu'ils ont relevé les yeux vers la maison. Je me suis enfoncée dans le couloir, laissant l'ombre m'engloutir pour qu'ils ne voient pas le petit sourire calme qui se dessinait sur mes lèvres. Ils n'ont pas frappé à nouveau. Ils n'ont pas appelé mon nom. Ils sont restés là un long moment, fixant la maison qu'ils avaient jadis dit que je ne posséderais jamais, essayant de comprendre une limite que j'avais parfaitement le droit de fixer. Finalement, Cassandra s'est retournée la première, le dos raide. Ma mère hésita plus longtemps, jetant un dernier regard vers le porche comme si elle attendait que je change d'avis. Je ne le fis pas. Ils se dirigèrent vers la voiture, le moteur démarra. Le gravier crissa sous leurs pneus tandis qu'ils reculaient de l'allée, et à chaque lentour de roue, un poids que je ne m'étais pas vraiment rendu compte de porteur s'allégeait. Ils n'étaient pas partis pour toujours, mais leur emprise sur ma vie, si. Je restais seule dans le hall d'entrée, la lumière se déplaçant sur le parquet, la maison se stabilisant autour de moi dans de petits craquements légers. Le silence n'était pas vide. Il était imprégné de la personne que j'étais devenue. Imprégné de l'avenir que j'avais bâti de mes propres mains. Imprégné de la paix qui naît lorsqu'on cesse d'exiger des autres qu'ils nous traitent mieux et qu'on embrasse une vie où l'on est déjà assez bien comme on est. Ce fut le jour où le passé prit enfin fin et où ma vie commença véritablement. Les jours qui suivirent leur départ, le silence de ma famille me parut différent. Moins une absence qu'une clarté apaisante. Aucune exigence, aucune comparaison, aucun rappel soudain de ma place dans la hiérarchie familiale. Juste de l'espace, un espace que je n'avais jamais pu revendiquer auparavant. Une semaine plus tard, Cassandra m'a envoyé un courriel, sans arrière-pensée, sans arrogance, simplement humain. Elle a admis que ce qu'elle avait répété toute sa vie n'était pas de la confiance, mais de l'insécurité. Me voir construire ma vie selon mes propres termes l'avait forcée à se confronter au vide de cette existence qu'elle jouait pour obtenir leur approbation. Le message de ma mère est arrivé ensuite, plus court, plus hésitant. Elle ne se justifiait pas. Elle disait seulement qu'elle essayait de comprendre comment sa conception de l'amour s'était transformée en pression, si forte qu'elle m'avait repoussée. Je n'ai pas répondu à l'un ou à l'autre précipitamment. La guérison ne se fait pas en un clin d'œil, elle se fait lentement. Mais pour la première fois, je ne répondais ni par peur ni par nostalgie. Je répondais depuis un foyer qui m'empêchait de mener une vie que j'avais façonnée sans leur permission. Quand j'ai finalement répondu, je n'ai pas promis de proximité. J'ai promis honnêteté et limite. Et cela a suffi pour commencer quelque chose de nouveau. Voulez-vous que je continue avec la 7e partie, 60 mots maximum? Si cette histoire m'a appris quelque chose, c'est que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des portes qu'on apprend à protéger. J'ai construit une vie qu'on disait impossible, et je l'ai fait à ma façon. Si vous avez déjà lutté pour être vu, dites-moi d'où vous m'écoutez. Et si mon histoire vous a touché, abonnez-vous pour la suite.